Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut François, comment vas-tu ? Salut Kevin, ça va très bien et toi ? Ouais, bah écoute, ça va super. Je pense qu'on peut entamer ce podcast par le sujet que je voulais aborder. Qu'est-ce que t'en dis ? Allez, c'est parti. On va juste avant rappeler aux gens de vous abonner, de commenter et de partager ce podcast s'il vous plaît. Et puis sans transition, je vais directement aborder le sujet de l'abandon du sport. Alors là, récemment, je me suis aperçu qu'on avait peur de perdre les gains, de perdre nos gains à un moment donné dans la pratique sportive. Je pense que beaucoup vont se reconnaître, même toi, lorsqu'on s'arrête pour une raison X ou Y de pratiquer, on a l'impression de perdre ses gains. Tu vois, en particulier en musculation. En musculation, quand on pratique régulièrement, on a ce qui s'appelle la congestion constante et régulière. Donc en fait, on a la congestion liée à la séance. Donc tu sais, c'est de l'afflux d'eau et de sang et de sucre dans les muscles, donc ça les fait gonfler, donc on a l'air stock. C'est ça la congestion. Ça c'est la congestion d'après séance. Il existe la congestion globale, donc une congestion qu'on a lorsqu'on s'entraîne assez régulièrement. Et dès lors qu'on arrête de s'entraîner, parce qu'on part en vacances, parce que voilà, eh bien on perd cette congestion globale. Mais on ne perd absolument pas de muscle, on ne perd absolument pas de force, on perd juste de l'eau et du sucre dans les muscles. C'est pour ça qu'on peut avoir un aspect, donc dans le reflet du miroir, on peut avoir un petit peu cette impression d'avoir perdu. Mais en fait, pas du tout. On a juste perdu de l'eau. Et il suffit de s'entraîner une nouvelle fois pour à nouveau accueillir de l'eau et du sucre dans les muscles. Et je voulais juste bien préciser ça parce que je pense que pour beaucoup, il y en a beaucoup qui abandonnent en fait parce que justement, ils ont l'impression d'avoir perdu tous les efforts qu'ils avaient fait pendant des mois et des mois. Et c'est ça que je trouve dommage. Alors, attention, non, on ne perd pas tout ce qu'on a gagné en une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Loin de là, au contraire, ce qui se passe, c'est que le corps se repose. Ce qui se passe, c'est qu'on crée en soi l'envie de recommencer. On crée un peu un espèce de manque. Et donc voilà, je pense que c'est un sentiment qui peut être à l'origine de beaucoup d'abandon. Parce qu'on se dit, voilà, putain, j'ai pas tout fait ça pour rien. Et non, vous ne faites pas tout ça pour rien. Voilà. Oui, c'est vrai que des fois, on a l'impression quand on reprend après une semaine d'arrêt qu'on a tout perdu. Et là, en l'occurrence, tu dis ça parce que là, c'est peut-être cette semaine, je t'ai dit... parce qu'en fait, j'ai fait mon test match de boxe et puis derrière, j'ai fait une semaine où j'étais un peu malade et puis derrière, ce week-end, on a un peu fait la fête et je t'ai dit, ouais, là, je vais reprendre lundi... l'entraînement et j'ai peur de vraiment galérer à reprendre parce qu'au bout d'une semaine d'arrêt parfois tu perds tout et en fait ouais t'as complètement raison en fait ça s'est très bien passé et il n'y a pas eu de souci. Mais toi tu parlais plus en muscu où t'as l'impression, tu veux dire esthétiquement que dès que tu fais une semaine d'arrêt finalement tu décongestionnes totalement et puis tu perds en volume et en masse musculaire. C'était plus ça peut-être dont tu parlais? En fait, oui, et puis surtout, je faisais le parallèle. Mais pour moi, tout c'est lié, tu vois. Je veux dire, en termes de. Là, je te parlais de la congestion. Ta technicité, même ton cardio, tu le perds pas en. Après, effectivement, ça m'a fait penser à ça, donc ce que tu m'as dit l'autre jour, et c'est également le cas pour plusieurs de mes élèves, surtout en cette période. Il commence à faire froid. Il commence à y avoir un petit peu de friction dans la routine. donc si tu veux, c'est plein de choses qui font que, voilà. Et voilà, faire attention
Ah oui, au Bah, contraire, prendre le repos. Mais moi aussi, hein, personnellement, c'était mon cas. J'avais peur que si je m'arrêtais de courir pendant X temps, bah, j'allais énormément perdre, alors qu'en fait, bon, tu perds que dalle. Mais prendre le problème de l'autre côté et se dire, putain, mais en fait, ça me fait du bien. Je fais une pause, je m'arrête, j'ai décompressé. Même si t'as fait la fête, même si t'as fumé, même si machin, t'as fait une pause, t'as décompressé. Et en fait, le fait d'y retourner, bah, ça doit, tu dois avoir un certain état de manque pour justement bien, bien comment dire, savourer cette reprise, etc. Et puis c'est ce qui s'est passé pour toi. Donc, ah ben, je vais te dire d'autant. C'est marrant parce que justement, je voulais en parler aujourd'hui. Le fait d'hier d'avoir repris après une semaine de break, je peux te dire que derrière, après l'entraînement, la sensation de bonheur, tu sais, j'étais plein de bonnes, plein d'endorphines, plein de trucs. C'était assez incroyable. J'ai l'impression d'avoir fumé un pet hier soir quand je suis rentré de l'entraînement, mais c'était fou. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça parce que finalement, quand tu fais 2-3 entraînements, 3 4 5 entraînements par semaine, je pense que du coup, c'est lissé, quoi. T'as pas un gros pic de sécrétion, de trucs comme ça. Et là, du coup, le fait de pendant une semaine, tu prives ton corps un petit peu de cette récompense-là. Là, hier soir, c'était. Ouais, c'était. Je te dis, j'ai vraiment l'impression d'avoir fumé un pet, quoi. excellent, meilleure sensation du monde, hein. Ça, vraiment, Ouais. tu sors de la salle. Ouais, t'es stone en fait. C'est ça, Mm. hein, c'est fou les endorphines et la dopamine qui est sécrétée. Enfin, ouais, t'es Et, bien. mais tu vois, hier à l'entraînement, bon, t'as encore du monde, hein. Je trouve que dans ce club, là où je suis, pour une fois, c'est un club où les gens sont plutôt déter et plutôt motivés. Et pourtant, il y a des très jeunes, hein. Il y a du 18-20 ans, où, bah, par habitude, 18-20 ans, c'est plus le type de personne qui va lâcher assez vite dès qu'il fait froid. Et là, du coup, non. Mais par contre, oui, t'as moins de fréquentation qu'à la rentrée, ouais, ça c'est sûr. Ça commence à baisser un peu. Je pense que le pic, ce sera plutôt février. Ouais, vraiment, quand il pleut, généralement c'est marrant, tu vois, quand il fait juste froid, ça va. Mais quand il fait froid et qu'il pleut, alors là, tout de suite, t'as la moitié des gens qui viennent pas à l'entraînement, c'est marrant. Alors toi, c'est une salle de campagne, hein, donc les gens ils viennent en voiture. Les Voilà, gens donc viennent en voiture et déjà. du coup, les gosses viennent, c'est les parents qui les accompagnent, généralement. Ah, ah Pour oui, les, alors pour les 18-20 ans, là. ceci explique cela aussi en partie, hein. Bon, quand t'as le daron qui dit allez hop, dans la bagnole. Ça aide un petit peu, ouais, c'est clair. Et ouais, voilà, ça aide à la discipline. Ouais, Et c'est ouais, c'est ça, sûr. mais voilà, et si vous n'avez pas un daron qui vous fait ça, mais prenez un daron, Changer de daron. engagez un daron, je sais pas, Engage engagez un un daron. coach, voilà, un mec qui fera le boulot. Tu sais, Engagez le mec sur Insta ou YouTube, là, où c'est le coach qui te suit partout, tu sais, t'es en train de bouffer un burger et puis t'as le coach, tu sais, c'est un gros bodybuildé, là, tu vois de quoi je parle. Le Ouais, mec, il oui, vient, oui, il je te vois, met j'ai vu il te met passer, une ouais. grosse tarte, qu'est-ce que tu fais? Tu bouffes pas ton burger, là. Ouais, non, 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 mais... Et puis, bah, du coup, ouais, le test match, je voulais faire un petit retour dessus, ça s'est bien passé, et je suis très content, surtout d'un point de vue mental, parce que du coup, Kevin m'a aidé à faire de la prépa mentale. On a fait 3 séances dans la semaine et une séance le matin même, hein, donc le test match avait. Donc pour remettre dans le contexte, pour ceux qui se rappellent pas ou qui n'ont pas écouté le précédent. C'est pas le précédent épisode, c'est l'épisode encore d'avant. Je disais que j'avais un test match à faire en boxe. Moi je boxe en amateur, hein, donc c'est pas du pro, hein, mais le but c'était de faire un test match dans mon club face à des mecs d'autres clubs pour me préparer pour des compétitions plus officielles. Et du coup, Kevin m'a aidé sur la partie diète, puisque j'allais faire n'importe quoi, et sur la partie prépa mentale, parce que, comme j'expliquais dans un épisode, c'est là où je pêche le plus. Et j'avais peur, effectivement, de faire de la grosse nuit blanche et de perdre mes moyens en arrivant sur le ring, etc. Donc déjà, d'un point de vue mental, gestion du stress, je te remercie, parce que du coup, ça m'a bien aidé. Et puis, clairement, je suis arrivé au combat, ça m'a pas du tout perturbé. Et pourtant, t'avais tous les coachs de tous les clubs qui te regardent, donc t'avais quand même 20-25 lascars qui te regardent au bord du ring, et puis tu sais, ça vanne, ça machin, ça truc, donc t'avais quand même une petite pression. Je trouve que dans les compétitions officielles, en tout cas en amateur, t'as peut-être un peu moins de monde, tu vois, et puis les gens ils viennent surtout pour regarder tu vois, la personne qu'ils accompagnent, tandis que là, vraiment, t'avais 20-25 loustiques qui te regardent, et qui, tu vois, qui sont prêts tout le monde se vannait un peu, tu sais, c'était un peu l'ambiance. Voilà, voilà. Et du coup, donc ouais, bonne gestion du stress, bonne gestion du sommeil. Bon,
un peu triché pour le sommeil. Mais bonne gestion, ouais. Et puis surtout, ce qui était dur, et tu vois, je l'avais dit dans un épisode, je sais pas si tu te souviens, j'avais dit le problème de ces compétitions, c'est que tu arrives et tu sais pas à quelle heure tu passes, et t'attends comme un con, et tu te refroidis, etc. Là, tu vois, on est arrivé à 15h, je suis passé, je crois, vers 17h. Et j'ai commencé à m'échauffer à 15h30. Donc, tu vois, 1h30 avant, tu commences à t'échauffer en te disant peut-être que je vais passer dans 5 minutes. Et puis, en fait, tu passes au bout d'1h30 à la toute fin. Et ils te préviennent vraiment 5 minutes avant que tu passes. Donc, le dilemme, c'est... et là, j'ai vraiment fait à l'expérience, tu vois. J'ai continué de m'échauffer toutes les 10 minutes. Je retournais m'échauffer pour pas me refroidir. Pareil, tu m'avais dit, tu sais, des fruits secs, des trucs comme ça, apporter un peu de sucre juste 1 heure avant le combat. Bah là pareil, tu vois, du coup j'ai pris ma collation 1 heure avant, mais sauf qu'en fait c'était pas 1 heure avant, puisque ça a été décalé, il y avait du retard. Et du coup, bah pareil, il a fallu que je gère un peu cette partie-là. Il y a un moment, tu vois, j'ai eu un peu faim, à force de m'échauffer dans le vent et de rien faire, tu vois. Donc j'ai remangé un petit bout. Il fallait donc pas se refroidir, et il fallait pas se déconcentrer aussi. Tu sais, quand t'attends là, quand t'attends que tu sais pas quand tu vas passer, ton cerveau il peut vite partir dans tous les sens. Et ça, du coup, l'expérience, c'est cool, parce que je m'y attendais, tu sais, je m'attendais à ce que ce soit le bordel comme ça, comme je l'avais dit, et du coup, bonne sensation. Et du coup, techniquement, c'est pas l'idéal, hein, quand tu passes sur le ring, tu perds toujours un peu ta technique, mais globalement, c'était plutôt propre. Et voilà, petite optimisation, enfin, il y a plein d'optimisations, puisque voilà, je fais que du loisir et de l'amateur, hein, donc évidemment, c'est pas du tout du pro. Mais la grosse optimisation, ouais, c'est surtout, ouais, c'était un peu plus de garde. Dans les moments où les mecs m'acculent un peu dans le coin. Mais sinon, c'était voilà, bonne sensation. Merci pour la partie prépa mentale, en tout cas, elle m'a vraiment aidé. Et puis, bonne gestion du stress, c'est surtout là où je suis content. Non, non, bah, pas de souci. Ouais, ouais, c'est tout l'objet de mon travail en tant que prépa mental. Donc ça fait plaisir, c'est surtout que j'ai vu les retours vidéo, t'étais vraiment à l'aise. Il n'y a pas photo. Ce qu'on a répété sur nos sessions de prépa mentale, là, c'est vraiment. Enfin, je t'ai vu tel quel, quoi. T'étais à l'aise. Enfin, voilà, quand t'étais au contact, justement, bah, tu levais presque pas ta garde, mais parce qu'en fait, t'étais serein, quoi. Tu sais, Un peu trop serein. un peu trop serein. Il y avait Ah, peut-être aussi une différence de niveau, aussi. bah oui, Donc, oui, j'ai senti tout de suite que ça va, tu vois, que ça allait pas me faire trop mal et puis en fait, ce qui s'est passé pour remettre dans le contexte, c'est que je suis passé face à un gars que je connaissais bien, donc en fait, lui, je sais tout de suite dès les premiers coups s'il est en mode destruction ou en mode un peu plus cool. Et là, j'ai senti que, tu vois, dès les premiers coups, j'ai senti que c'est vrai, alors qu'il y a des entraînements où tout de suite je sens qu'il veut me décapiter et là du coup il y a plus de pression, donc non non là c'était donc ouais donc du coup peut-être un peu trop confiant. Et il y a du coup un coach d'un autre club qui est venu me féliciter à la fin, mais tu vois il m'a dit que j'avais un peu trop la tête au balcon comme on dit à certains moments, donc manque un peu de garde et un peu trop la tête au balcon à certains moments. Je pense que effectivement, il faut vraiment trouver juste milieu entre avoir confiance en soi, mais pas trop confiance non plus. Y être quand même. Juste, ouais, c'est mentalement, il faut être vraiment juste milieu, quoi. Ni trop confiance en toi, ni pas assez, quoi. C'est un équilibre à trouver. ouais, ouais, non, mais après, c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir un coach qui t'accompagne en fait du début à la fin de la compétition. Moi, je sais qu'en haltéro, par exemple, j'ai un coach qui m'accompagne du début de mon premier tirage jusqu'à mon dernier tirage. Toi, c'est vrai que là, pour le coup, l'entraîneur, enfin, il n'était pas à s'occuper de toi, à te dire, ok, Si, là, tu si. vas passer. Ah, si, si, Ah si, ouais? si, si. Si, complètement. Non, 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 il était là. Non, non, mon coach était là, hein. Non, non, il était là. Tu sais, on a deux, trois coachs dans le club. Et non, Ouais, non, lui, il était là. Et non, non, non. Alors, c'est juste que, en fait, lui, il était dans l'orga. Et à la fois, il était dans le coaching. Donc en fait, il devait à la fois gérer le déroulé des matchs et il a même arbitré les premiers matchs. ouais. Et donc en fait, à un moment, il me dit d'aller m'échauffer, mais en fait, tu vois, lui-même, il sait pas exactement quand j'allais passer. Et puis si, entre chaque round, il m'a coaché, et puis pendant les rounds, il m'a coaché. Non, non, c'est bon. Non, non, il m'a bien coaché et il m'a félicité lui aussi à la fin. Du coup, il était content parce que j'avais bien appliqué sa stratégie.
Donc il m'a dit en tout cas de continuer comme ça. Et évidemment, il m'a dit qu'il y a encore plein de boulot et plein de choses à bosser. Hein, mais non, il m'a coaché. Et puis du coup, c'est cool parce que j'ai une bonne alchimie avec lui. C'est vraiment une. Tu vois, t'as des coachs, t'as une bonne alchimie, c'est naturel. Tu vois, il n'y a pas de. Y a pas de prise de tête, c'est pas un pote, tu vois, c'est un coach. Tu vois, c'est pas, on se parle pas tu vois, je parle pas comme un pote, c'est le coach, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est important. Et puis, je comprends en fait le déroulé depuis, ça fait maintenant, ça va faire 8 mois, peut-être 9 mois que je travaille avec lui, ce qui est quand même pas hyper long, hein, mais bon, ça commence à être 9 mois, ça commence à faire plusieurs mois. Et je comprends en fait l'organisation de l'entraînement, je comprends ce vers quoi il veut me faire travailler. Et du coup, c'est fluide, tu vois, on se comprend. Et du coup, j'arrive vraiment à comprendre sa méthodologie, tu vois, qu'est-ce qu'il veut faire bosser, à tel moment, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, au tout début, que quand je l'ai rencontré, je t'avais dit, lui, je vais le suivre parce que je comprends la structure de ses entraînements, je comprends pourquoi c'est fait. Et voilà. Et là, il m'a fait vraiment passer d'un niveau en boxe. Donc c'est top. Non, non, très bon coach. Et voilà. Donc ça, c'est cool. Ok, bah top, vraiment, c'est tout ce qu'il faut avoir en tout cas en période de compétition, c'est d'être accompagné par un coach. Parce que, enfin, surtout en période de compétition. Alors c'est déjà le cas en fait dans la vie de tous les jours, hein, de se faire accompagner, c'est parce que tu parlais de progression tout à l'heure, donc ça me permet de rebondir sur cet aspect-là. Pour progresser, il faut faire des erreurs, mais il faut reconnaître qu'on fait des erreurs. Parce que quand on n'a pas conscience du schéma technique ou de n'importe quoi, des spécificités d'un sport, comment on sait qu'on fait une erreur en fait? Si on s'auto-évalue, il faut s'auto-évaluer. Et s'auto-évaluer, c'est super dur. Parce que ça demande de se filmer, ça demande de s'observer. Donc déjà, il faut se filmer. Ensuite, pas toujours évident. Ensuite, il faut se regarder. Encore moins évident. Et ensuite, il faut déceler si on fait les bonnes choses ou pas. Donc, il faut reconnaître qu'on fait une erreur. Donc, en fait, reconnaître qu'on fait une erreur, alors déjà, il faut accepter de faire des erreurs. Mais bon, là, je parle à des sportifs normalement, ou à des futurs sportifs, ou des futurs entrepreneurs. Donc, déjà, reconnaître qu'on fait une erreur, c'est déjà une partie du boulot. Mais bon, ensuite, comme je disais, il faut voir l'erreur et puis il faut savoir optimiser. Et, euh, et donc, faire l'erreur, c'est une étape inévitable dans le processus d'apprentissage. Donc si déjà vous faites partie de ceux qui font partie de la population qui acceptent de faire des erreurs, parce que bon bah voilà, ils supportent, parce que c'est frustrant, c'est humiliant, enfin, en entrepreneuriat et en sport, clairement, hein, on passe par des étapes humiliantes, frustrantes, extrêmement inconfortables, et enfin, faut le dire, c'est important, faut le savoir quand même. C'est pour ça que la plupart des gens ne font pas ce qu'on fait. Faut le Du savoir. sport et de l'entrepreneuriat. Faut le Non, savoir. faut le savoir, ouais. Faut le Faut le savoir. savoir. Et oui, je disais tout simplement qu'il y a une manière d'y arriver plus facilement que les autres, c'est de se faire accompagner, c'est de se faire coacher. Donc, encore une fois, c'est de prendre conscience, de réserver une partie du budget pour accepter d'aller plus vite, tout simplement, pour accepter de prendre ce booster sur la route et d'aller plus vite. Mais on en parlait dans le dernier épisode parce qu'en plus, tout seul, tu n'arrives. Alors, tu disais qu'il y a une étape, c'est de voir ses erreurs, mais quand tu es tout seul, de voir les erreurs que tu fais, c'est beaucoup plus dur, quoi, d'être lucide sur soi-même. Alors, même si tu te filmes, en business, typiquement, en business, ça me fait penser à, tu sais, je fais en sorte que les entrepreneurs que j'accompagne, ils enregistrent leurs appels de vente, tu sais, et puis j'analyse leurs appels. Ça, c'est pareil, quand tu écoutes ton appel de vente, alors déjà, c'est assez insupportable de s'écouter parler. Insupportable. C'est insupportable de se regarder boxer, je trouve aussi, tu vois. Tu es toujours, toi, dans ta tête quand tu boxes, ou j'imagine peut-être même en haltéro, ou dans d'autres disciplines. Quand tu t'enregistres et que tu te regardes toi-même, déjà, souvent, c'est assez insupportable. Non, mais tu sais, dans ta tête, c'est beau ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Dans ta tête, c'est beau ce que tu fais, etc. Et puis en fait, quand tu regardes, tu fais ah ouais, mais en fait, il y a du boulot. Donc déjà, un coach t'évite de regarder tes vidéos. Non, je rigole. Non, c'est surtout, il va te mettre le doigt sur des erreurs que t'as pas vues. Et ça, c'est important. Et du coup, y compris, je fais une petite transition justement sur l'entrepreneuriat. De la même façon, se faire coacher et se faire accompagner est important. Mais ouais, totalement. Enfin, et heureusement que tu étais là pour corriger mes appels, parce que clairement, j'en serais pas là où j'en suis si tu n'avais pas été là pour me driver. Parce que clairement, j'avais aucune idée
Je savais que la vente c'était de la séduction. Maintenant, j'avais pas les codes pour séduire. J'avais pas du tout les codes pour vendre et toi, tu me les as apportés. Et si j'avais pas eu de feedback concret, j'aurais jamais pu m'améliorer. Ou alors je me serais amélioré, mais à quel prix? C'est ça, hein. Et puis même quand tu rédiges un mail commercial, selon le ton que tu vas employer, les phrases que tu vas mettre, etc., c'est pareil, hein. Moi, je relis les mails des entrepreneurs que j'accompagne. Il faut savoir que, comme on dit tout le temps, c'est des coachs sportifs. Donc forcément, déjà de base, quand tu es coach sportif, tu n'as pas vraiment de formation commerciale. Donc ce qui peut paraître assez évident, à savoir envoyer une proposition commerciale par mail, finalement n'est pas si évident que ça. Pareil, dans ta tête, tu te dis tiens, faire un appel de vente ou tiens, envoyer un mail, c'est simple, mais en fait, selon l'interlocuteur que tu vas avoir en face, il faut quand même que tu utilises plutôt certains types de phrases, il faut que tu utilises un certain niveau de vocabulaire. Et puis, comme tu l'as vu dans l'appel de vente, le but c'est aussi de pas trop parler finalement. Et du coup, c'est un peu contre-intuitif parce que tu te dis toujours que pour vendre, il faut vraiment convaincre. Mais en fait, déjà, il faut savoir écouter, l'écoute active. Et du coup, ça c'est très important. Et ça, du coup, c'est qu'un coach qui peut te l'apprendre. Donc, tu l'as vu, et moi je l'ai vu par le passé, la progression que c'est quand quelqu'un écoute tes appels de vente et quand quelqu'un relit tes mails commerciaux, quand quelqu'un relit ta présentation PowerPoint que tu veux envoyer à un client. Moi qui travaille en agence, là, tu passes ton temps à envoyer des propositions commerciales à des agences. Je les fais toujours relire par quelqu'un de préférence plus compétent que moi parce que j'aime bien justement voir, alors que ce soit au niveau esthétique, tu vois, il va reprendre esthétiquement parlant ce que je mets, et puis au niveau du fond, de la forme, etc., enfin du fond, des textes et de ce qui est mis, et même le corps du mail après, c'est hyper important. Donc oui, se faire coacher, que ce soit en sport, en business, est primordial, vraiment très important. Voilà, donc là, on a aussi une chance, on a des outils tels que l'intelligence, je pense à l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, etc., qui nous permettent de nous améliorer et de corriger nos erreurs, rien que si on parle que des correcteurs d'orthographe, tu vois. C'est de l'intelligence artificielle, enfin, c'est du, Bien sûr. tu corriges tes fautes parce que je pense quand même que quand tu publies sur les réseaux, la première règle, tu m'avais quand même aidé avec ça en me disant que bon voilà, les fautes d'orthographe c'était pas si grave que ça, parce qu'au final fait est mieux que parfait. Mais je pense quand même que j'ai un copain journaliste qui m'avait dit que, et j'ai trouvé ça vrai, qu'un texte sans faute d'orthographe, il paraît tout de suite plus vrai, euh, plus authentique, et donc que les gens y adhéreraient beaucoup plus facilement. J'ai trouvé ça plutôt smart, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, je me suis pas empêché de publier, je me suis empêché de publier sans en faisant des fautes, quoi. Donc par contre, oui, à quel prix? J'ai dû refaire de la conjugaison, un peu de grammaire, mais au final, maintenant, c'est vrai que c'est fluide, quoi. Non, mais c'est juste que c'est la base en fait. Le langage, il est là aussi pour comment dire, pour montrer. Enfin, quand tu écris à quelqu'un, t'es là. Enfin, la façon dont tu écris montre aussi à quelqu'un que tu es sur les mêmes bases que lui. Je sais pas comment dire, mais pour Les lui mêmes montrer codes, que la tu es sur les mêmes même. standards, les mêmes codes. Voilà, c'est ça, Ouais. exactement les mêmes codes. Et du coup, c'est hyper important, mais même la façon dont on s'exprime, la façon dont on parle, etc. Tu sais, souvent, t'as tout un. Je fais une petite digression, mais souvent, on te dit, ouais, les mecs de cité, les mecs de banlieue sont défavorisés en entretien, d'embauche, etc., etc. Bon, excuse-moi, mais t'as quand même une grosse part de vocabulaire et de façon de s'exprimer, et même d'intonation. Où à un moment tu utilises des codes de quartier pour parler, des codes de banlieue, tu vas utiliser du vocabulaire de banlieue, ou même l'intonation avec laquelle tu vas le mettre, et puis après le code vestimentaire aussi qui va être hyper important. Excuse-moi, mais je pense pas que dans la majorité des cas, je suis pas expert du sujet, mais dans la majorité des cas, je pense que tu as quand même beaucoup ce problème de code, que ce soit à l'écrit, où tu vas avoir des fautes d'orthographe, que ce soit à l'oral ou la façon dont tu parles, le vocabulaire que tu utilises, et puis l'intonation que tu vas y mettre. J'allais dire l'accent, mais c'est même pas une histoire d'accent, parce que il y a plein de gens qui ont des accents et qui sont brillants et qui se font recruter dans des énormes boîtes, alors que les mecs, on parle le français avec un accent, donc c'est même pas l'accent le problème, c'est vraiment l'intonation. Et du coup, ouais, c'est des codes pour montrer juste que tu as compris les codes de l'autre et que tu es sur les mêmes bases et les mêmes standards, quoi. C'est hyper important. Ouais, bien sûr.
Non, mais et après, ces gens-là vont te dire que ils sont défavorisés, qu'ils partent pas du même stade, etc. Mais en fait, t'es responsable, mec. Oui, parce que par contre, peut-être que leurs Ça- parents leur ont pas appris ces codes-là et que toi et moi, on peut peut-être avoir la chance de se dire que nos parents nous ont mis à fond, tu sais, sur le français et l'orthographe. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est ouais, à un moment, c'est à toi aussi d'aller te prendre des cours ou de. Tu vois, là, toi, tu prends des cours d'anglais de ton côté. Je veux dire, t'as besoin de personne pour prendre des cours d'anglais aujourd'hui. T'as Internet, t'as des applis, t'as plein de trucs. Donc, pareil pour le français. Voilà, donc, effectivement, de base, t'as peut-être pas le même niveau, tu vois, selon la personne, si elle va être éduquée et si ses parents lui ont vraiment mis des tartes dans le dos pour que il apprenne le français bien comme il faut. Mais par contre, oui, ça devient ta responsabilité quand même à un moment quand tu as 16-18 ans, 20 ans, 30 ans. Là, par contre, tu es 100% responsable, quoi, ça c'est sûr. Ouais, puis tu sais, ça c'est un sujet qui nous concerne bientôt en fait, parce qu'on aspire quand même tous les deux à être parents, et chacun de notre côté. Et Bro working et après, ça va devenir bizarre. Pro famille. Bro family après. Hein. Bah, c'est dans l'air du temps, tu me diras. C'est la bonne. Non, mais Ah bah si on veut sérieusement, passer ouais. sur certains médias, peut-être que si on veut que le podcast soit bien diffusé, ça peut peut-être aider. Hein. Ça peut peut-être aider. Ouais. Il y a un levier puissant. Un levier ultra puissant. Non, mais qu'est-ce que je disais? Oui, alors je disais justement, on veut être parent, donc moi, ça me touche en fait. Et je me disais à quel moment, justement, l'influence des parents euh, doit s'arrêter, enfin, ou alors à quel moment c'est ces personnes-là qui ne sont pas responsables à un certain niveau, hein, parce que c'est une question de responsabilité aussi. Je veux dire, c'est soit tu t'éduques, soit on t'éduque, soit tu t'éduques à un moment donné. Bon. Et à quel moment, justement, bah, en tant que parent, tu dois lâcher un peu de lest, tu sais, ça vient à partir de la majorité, c'est quoi? C'est quand? Parce qu'après, c'est un cercle, en fait. C'est un cercle vicieux, ces gens-là qui fréquentent. Moi, je vois à peu près. J'ai parcouru différents établissements, donc du privé, je suis allé dans le public, bien public. Je suis allé dans. Bon. Et je vois le genre de fréquentation qu'on peut avoir. Et je discutais avec un collègue récemment, qui lui aussi a fréquenté des zones plutôt défavorisées. Et il m'a dit directement, j'ai eu ce flair de pas aller zoner avec ceux qui foutaient rien en fait. Il les voyait ceux qui foutaient rien. Il les avait identifiés et ces gens-là étaient venus le voir pour demander, voilà, pour sympathiser. Et lui, il avait refusé catégoriquement. Il ne voulait pas s'associer à ces personnes-là. Et il était très jeune, il était au collège. Donc il se reconnaîtra s'il écoute le podcast. Et j'ai trouvé ça ultra smart. Parce que le mec, il avait 14 ans. Moi, à l'époque, je pense que je serais rentré dedans à fond. J'ai eu de la chance, en fait. Hein, parce que moi, j'ai pas vraiment fait le tri. Je me suis lié d'amitié avec les gens qui étaient en face de moi. Mais vraiment. Donc j'ai plutôt eu de la chance. Et c'est marrant parce que les fois où je me liais d'amitié avec les gens qui étaient en face de moi, qui avaient un profil plutôt intello, bah, tu voyais ma moyenne qui montait en flèche. Et d'autres fois, quand tu me voyais traîner avec des profils un petit peu plus voilà, branleurs, bah, tu voyais ma moyenne qui chutait. Et ça a fait ça en fait toute ma scolarité jusqu'au collège où finalement j'ai réussi à avoir mention très bien parce que bah, tous mes potes étaient des intellos. Mais moi j'ai eu de la chance en fait. C'était à la grâce de Dieu totale. Et à l'armée c'est pareil, tu vois. Il n'y a que à partir d'après l'armée, c'est pour ça que je trouvais ça remarquable de la part d'un jeune collégien. Il n'y a que à partir de là, il y a 2 3 ans, où j'ai décidé vraiment d'arrêter tu sais, de naviguer au vent là comme ça. Allez hop, on va là-bas, on va là-bas. Et j'ai pris mes responsabilités de ce côté-là, à ce niveau-là, j'ai pris mes responsabilités. Et oui, à partir de quel âge on peut faire ça? Tu vois, toi, t'étais plutôt solitaire. Hein. Ouais, mais j'étais quand même bien. Du coup, il y a eu des périodes où effectivement, j'étais pote avec des gens qui étaient plutôt bons élèves. Je me rejoins dans je me retrouve dans ce que tu dis parce que, pareil, mes moyennes ont été vraiment au gré de mes fréquentations. Moi, j'aimais bien. Tu sais, moi, j'aime bien les gens un peu marginaux.
Et du coup, j'ai toujours traîné avec des gens marginaux. Donc ça peut être soit des gens marginaux parce que du coup c'était des cancres et des fouteurs de merde, soit des gens marginaux parce que justement ils étaient vraiment très bosseurs et très intelligents. Donc du coup j'ai alterné un peu entre les deux quand même. Et non, moi ouais, non, il y a eu des périodes de scolarité où je me suis fait virer ou machin parce que j'adorais rigoler. Moi, le gros truc, c'était, tu sais, vu que j'étais pas trop heureux, tu vois, dans ma vie perso, etc. Quand j'arrivais en cours, si je pouvais trouver un gars marrant, je me greffais à lui et j'ai toujours été pote avec le mec le plus marrant et du coup le plus marrant, c'était forcément le plus fouteur de merde. Donc ouais, non. Jusqu'à la fin, hein, jusqu'à mon master, jusqu'à Bac+5, j'ai toujours été pote avec les mecs les plus drôles de la promo ou de la classe, etc. Donc, et du coup, oui, je sais pas jusqu'à quand on doit éduquer. Enfin, tu dois toujours être disponible, je pense, jusqu'à la fin de ta vie pour tes enfants, mais je sais pas jusqu'à quand tu dois vraiment te mettre comme mission de les éduquer, de les encadrer, etc. Il faudrait qu'on demande à des gens qui sont parents et qui sont parents d'enfants qui ont passé 18 ans, 20 ans, 25 ans. Ça, je sais pas. Ça, je saurais pas te dire. Franchement, je sais pas quel est l'idéal. Je pense qu'effectivement, il faut être capable de te rendre disponible de toute façon toute ta vie, ça c'est sûr. Mais jusqu'à quand Après, moi, je suis convaincu que l'exemplarité, c'est le plus important. Donc, si le gamin te voit faire de la boxe, s'il te voit te faire de la muscu, s'il te voit bosser, s'il te voit monter des boîtes, etc. Et c'est pourquoi j'envie beaucoup les gens qui sont nés dans un environnement où... alors, bon, moi, j'ai des parents exemplaires sur plein d'aspects, hein, donc je suis pas malheureux là-dessus, hein, mais j'envie quand même les gens qui ont des parents qui ont entrepris et qui ont monté des big boîtes, parce que je me dis, putain, l'exemple qu'ils ont eu sous les yeux, mais... Je vois quand même, et t'en connais, voilà, il y a toujours des gens qui ont eu leurs parents qui sont chefs d'entreprise, entrepreneurs, et qui pour autant, les gosses, c'est n'importe quoi, et le gosse part en couille complet. Même là, un de mes locataires, je veux dire, bon, ses parents, quand tu vois leurs fiches, vu qu'ils sont garants, je vois leurs fiches de paie, je vois un peu leur carrière, ils ont dû être brillants, et quand tu vois ce que ça donne après le fils, tu te dis que parfois, du coup, l'exemplarité, elle suffit pas, et je me demande du coup si... Le game changer, c'est pas la présence. Parce que tu vois, finalement, si t'es chef d'entreprise, si t'es multi-entrepreneur, si t'es sportif de haut niveau, mais que t'es jamais là, ton gamin, du coup, il va pas s'imprégner de toi, puisque tu feras pas partie des 5 personnes qui fréquentent le plus. Donc, du coup, il va s'inspirer des autres. Donc, est-ce que le juste milieu, c'est pas l'exemplarité? Je demande ça, du coup, à ceux qui sont pères et mères de famille. Est-ce que le juste milieu, c'est pas exemplarité et présence, du coup? Si tu combines les deux, est-ce que c'est pas ça le bon compromis? Je sais, sûrement. Sûrement, là je rebondis sur un contenu de... Putain, c'était qui avait parlé de ça? Fabrice Eboué, encore une fois, ou c'était peut-être Alexandre Astier, je sais plus. Bref, un des deux, bon, géniaux les mecs, hein, qui disait, ou Pascal Légitimus. Ah, les meilleurs rêves, les meilleurs rêves, gros, les meilleurs rêves. Les gars, on est sur un podcast d'intellectuels, donc... Oh Pascal, oh. Non, mais il disait... Non mais il disait CF ça Pascal. super sérieusement, tu vois. Il était là, les parents qui sont là, ils voyaient des parents dans le train, dans l'avion, qui répondaient à peine à leurs enfants, qui s'en occupaient absolument pas, et il était là, mais les gars, être parent, c'est être là en fait. Et la présence, et du coup il parlait de la présence et de l'importance de cet état-là. C'est primordial dans l'éducation d'un enfant et dans l'accompagnement de ton enfant. Parce que, et puis moi, pour moi, là par contre, j'ai pas besoin d'être parent pour le savoir. Je pense que c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est comme ça. Ton enfant, c'est le prolongement de toi. Donc à quel moment tu dois ne plus être là, enfin, comme tu disais, tu dois accompagner toute la vie, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Bien sûr que c'est de la présence. Parce que tu as beau réussir socialement, réussir professionnellement, si t'es pas là, ton gamin, il va connaître ta réussite que par la thune. Et non par, voilà, comme tu disais, la présence. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il va voir que la thune. Donc pour lui, vraiment, comment dire, l'indicateur de performance, le truc à regarder, c'est l'argent. Alors qu'en fait, du coup, il va pas te voir en train de bosser, ou il va pas voir comment tu bosses, il va pas voir peut-être la discipline que tu te mets, etc. Il va juste voir que t'es pas là. Et surtout, le fait que tu sois pas là, est-ce que lui, ça va lui donner envie d'adhérer à ce modèle, tu vois? Parce que lui, du coup, il va souffrir que t'es pas là.
Et s'il souffre que t'es pas là, du coup, j'imagine qu'il va se dire, bah moi, j'ai pas envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie d'être là pour mes gosses. Donc, être riche égale ne pas être là pour ses gosses, et égale finalement, pourquoi être riche si c'est pour être comme ça. Donc, et puis, non, surtout, ce que je voulais dire, c'est que si t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, mais qu'en fait, du coup, dans l'eau, il n'y a pas tes parents, parce qu'ils sont pas là, ou il n'y a pas ton père, ou il n'y a pas ta mère, ou voilà, truc, bah finalement, du coup, tu vas être la moyenne de 5 autres personnes. Donc après, les parents, faut pas qu'ils se plaignent que leur gosse leur ressemble pas, tu vois, ou un truc comme ça. Encore une fois, je parle, j'ai pas d'enfant, etc. Mais voilà, c'est du regard Donc après, extérieur. Donc après, faut bien choisir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, parce que quand même, tu vois le nombre de fils de, tu vois, bah, de riches, justement, qui font de la merde et qui, au contraire, bah, tu vois, que ce soit en termes, voilà, à tout niveau, qui font de la merde, ça veut dire que réussir ta vie n'est pas, ne signifie pas que tes enfants vont te suivre dans ce truc-là, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est pour ça que. Ouais, non, mais je pense que être parent, c'est un boulot à plein temps et dès lors que tu sais que le projet émerge dans le couple, ah, gars, il faut. Il faut Ça, en prévoir fait, de la ça doit. disponibilité. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je sais que lorsque le projet sera lancé, il y aura 50% de mon esprit qui va gérer le gamin. Tu vois? Mais 50%, je serai pas dans le sens où je vais pas être H24 sur lui, mais juste de l'attention, tu vois. Et cette attention-là, il faudra forcément. Parce que en entrepreneuriat, je sais pas toi, mais en tout cas, c'est un témoignage que je veux faire là, qui est important quand même, parce que faut dire que vous pensez H24 à votre business. Hein. H24 à votre business, vous pensez H24 si vous faites du sport, bah, à votre sport, regarde-toi la boxe. Ensuite, vous devez penser à votre femme. Donc, en fait, et quand vous êtes avec votre femme, vous pensez à votre business. Donc, des fois, elle vous pose des questions, vous répondez pas tout de suite. C'est ce que je fais, moi. Des fois, elle me pose des questions. Et je suis tellement en train de penser à des trucs que je répète la question à voix haute pour, pour comprendre, en fait. Parce que j'ai entendu un bruit. Il fait un appel de vente, le mec. Il répète pour montrer qu'il a compris. Ça lui laisse le temps de réfléchir à la réponse. Ouais, gros, on rigolait, on était là avec ma compagne, on rigolait parce que c'est comme ça que je fonctionne. Bah ouais, parce qu'elle se plaignait que du coup je lui réponde pas. Donc j'ai trouvé ce truc ok, je reformule, ok c'est bon, je te réponds. Tu sais, c'est un sas. Donc j'imagine en plus de ça, par-dessus rajouter un gamin. Bah Ouais. les gars, sacrée vie, hein. Parce que justement, j'allais dire, ce qui est bien quand tu es indépendant, c'est que du coup, tu peux gérer ton emploi du temps toi-même. Ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, tu peux te libérer des plages horaires et tu peux bosser en fonction de tes gosses. Alors que tu es salarié, si tu as des horaires. Donc ça, c'est chiant. Par contre, effectivement, là aussi, retour d'expérience. Moi, le fait là qu'on achète une maison, qu'on a des travaux à faire, parce qu'on a mis deux logements en location, etc., m'a complètement déconcentré de ma boîte et du coup m'a fait carrément perdre beaucoup de chiffre d'affaires. Alors après, bon voilà, c'est pour de l'immobilier, donc finalement l'un dans l'autre c'est des vases communicants, c'est positif, mais j'imagine que du coup le jour où tu as un gosse, justement tu es beaucoup moins focus, tu as beaucoup moins d'énergie à mettre dans ta boîte, et quand tu es indépendant et si en plus tu es tout seul, et bah du coup je pense que l'impact il est à prévoir aussi. Donc là du coup être salarié peut être pas mal dans ces cas-là, parce que du coup tu as quand même la sécurité du revenu à la fin du mois, alors qu'indépendant, si tu perds du focus, tu perds de l'énergie, tu perds peut-être du revenu. Donc c'est vrai que c'est des challenges importants. Il faudrait peut-être qu'on trouve des entrepreneurs justement qui sont père de famille, mère de famille, peut-être pourquoi pas même les faire intervenir sur le podcast, les inviter, parce que effectivement je pense que c'est un sujet qui va nous concerner tous les deux et qui en vrai est super, c'est un challenge, hein. C'est un vrai challenge. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Alors, ouais. Mais on a quand même dans la famille des. Est-ce qu'on a. Je suis en train de regarder si dans ma famille j'ai des entrepreneurs parents. Pas encore. Bon, je suis l'aîné de toute ma fratrie là, donc pas encore à ce niveau-là. Mais au niveau des cousins-cousines, par exemple. Parce qu'à la limite, Pas à si ma t'es connaissance. le temps que tu réfléchisses, je Ouais. dis un autre truc, c'est peut-être qu'en plus, si tu vois, si t'es entrepreneur, mais que t'as créé un système qui peut vivre sans toi, c'est-à-dire que t'as des salariés,
Ou alors tu as réussi à créer un système de publicité. Tu vois, moi, tu sais, dans mes formations, j'apprends à des coachs sportifs à mettre en place des systèmes de publicité. Et puis toi, du coup, ce que tu es en train de faire sur Instagram, c'est de l'organique. Donc du coup, tu es en train de faire en sorte que les gens viennent te suivre, des gens qui viennent naturellement sur ta page, naturellement sur tes pages de site internet, réservent naturellement des appels. Tu peux faire ça avec un système publicitaire où tu mets en place des publicités, tu mets plusieurs centaines d'euros chaque mois, et chaque mois tu reçois des appels et des réservations et des trucs un peu en continu de façon régulière, ça c'est l'objectif. Est-ce que du coup, si derrière en plus tu es sur du coaching sportif en ligne, tu peux créer justement un programme qui vit un peu tout seul, où tes clients sont accompagnés sans que toi tu sois là à échanger ton temps contre de l'argent. Du coup, si tout ce système tourne un petit peu de façon autonome, un minimum, et que toi, tu peux être juste là un peu en gestion derrière, du coup, je pense que le fait que tu es un gosse, tu vas perdre en énergie, en focus, mais vu que tu as créé un système qui peut vivre sans toi, tu es quand même relativement tranquille. Si tu as des salariés, que tu perds en focus et en énergie, je pense que tu vas surtout perdre en management, du coup. Tu vas être beaucoup moins efficace en management, mais sur les tâches opérationnelles, c'est tes salariés qui vont le faire. La vraie question, c'est si tu n'as pas eu le temps vraiment de mettre en place ce système-là, ou si tu n'as jamais pensé à le faire, parce qu'il y a aussi, comme on me disait l'autre jour, tu as plein de coachs sportifs qui font du coaching sportif à domicile. Si demain ils ont un gosse, ils vont quand même devoir prendre leur bagnole, aller coacher à domicile à droite à gauche, coacher en salle, etc. Et ils vont perdre en énergie, en focus, etc. Donc ils vont être moins efficaces. Et le système ne peut pas vivre sans eux du tout, quoi. Donc justement, c'est là où l'objectif de l'entrepreneur, c'est de créer des systèmes qui vivent sans toi. Jamais de façon totale, tu vois, c'est comme les mecs qui disent générer un revenu passif sans rien faire, etc. Non, je pense que c'est pas ça. Tu peux jamais être tranquille. De toute façon, j'en parlais l'autre jour avec un client qui gère un club à Tours, à côté de Tours. Il a 2 salariés, 2 coachs sportifs salariés qu'il avait depuis 10 ans. J'en ai parlé la dernière fois et ils se barrent les deux, tu vois. Et le mec me disait, en vrai, t'es jamais tranquille, quoi. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, tu te dis, c'est bon, je suis tranquille, je suis arrivé, j'ai mon club, mes 2 salariés, ça se gère tout seul. Et puis en fait, ils vont créer un club à côté de chez lui, pas loin. Donc t'es jamais tranquille, quoi. T'es jamais tranquille. Mais je pense que tu peux quand même réussir à créer des systèmes qui sont un peu indépendants de toi, qui vivent un peu tout seul. Moi, tu vois, j'ai un e-learning, donc mes élèves rentrent, mes clients rentrent, ils suivent la formation. Alors, moi, je suis là, évidemment, pour faire des visios avec eux, parce que c'est beaucoup plus personnalisé, individualisé, tout ça. Mais mine de rien, quand ils rentrent, ils sont un minimum autonomes dans le système. Donc, si demain j'ai un gosse, ils peuvent quand même, pendant que je m'occupe de mon gosse, eux, prendre du contenu et travailler sans que je sois là, effectivement, H24 derrière eux, tu vois. Et toi, pareil. L'objectif, c'est que tu es déjà en train de le faire, c'est que ton système, il tourne. Après, c'est plus la création de contenu. Création de contenu, tu vas me dire si je me trompe, mais je pense pas. Ça prend beaucoup d'énergie, de temps, de focus. Et justement, si tu as un gosse, réussir à créer du bon contenu, du coup, là, c'est un vrai challenge, quoi. Il faut trouver le temps, l'espace. Après, est-ce que du coup, la parentalité ne devient pas un sujet que tu peux aborder aussi parce que je sais que c'est un gros challenge de réussir à faire du sport quand t'as un gosse, de réussir à gérer une boîte quand t'es un gosse. Est-ce que du coup, si toi demain tu crées du contenu là-dessus, adressé un peu aux pères de famille, genre les gars, moi j'arrive à faire mes 2-3 séances par semaine avec un gosse, donc vous devez y arriver, tu vois, des petites thématiques comme ça, j'imagine que du coup ça peut être intéressant. Oui, non, mais oui, tu peux t'inspirer de ta vie actuelle pour. Tu rebondis dessus, ouais, bien sûr. Bah ouais, c'est ça, c'est que on est tellement pris sur différents pôles d'activité que au bout d'un moment, bon voilà, il faut prioriser quoi. Donc Mm. toi tu disais Moi bon, voilà, j'anticipe que le sport et la boxe, ça va se réduire au strict minimum, hein. J'anticipe déjà que je vais pas me lancer, tu sais, j'ai un objectif de triathlon un jour dans ma vie, je sais que ça va pas être l'année où j'ai des gosses, quoi. ah bah ouais. Ça c'est clair, je pense que il faut être prêt. Après bon, c'est de l'organisation tout ça. C'est de l'orga, ouais, c'est de l'orga, C'est de l'orga. ouais, c'est sûr. Est-ce que tu veux qu'on... Je sais que, Kevin, il y a une échéance là après le podcast. Est-ce que tu veux qu'on termine par nos recos et puis on fera un épisode peut-être un peu plus long la prochaine fois Ouais, on si peut tu veux, terminer par les Kevin. recos, c'est bien. Ouais. Très bien, ça marche. Est-ce que t'en as une? Sinon j'en ai une en tête. Alors bah, vas-y, je te laisse dire la tienne. Alors moi c'est un truc con, hein. C'est un film qui s'appelle The Substitute.
Euh, c'est pas le film de Vikash Dorasso, parce que je crois que Vikash Dorasso, lors du mondial 2002, ou je sais plus quoi, il avait fait un vieux film pété. 2006, il avait fait un truc qui s'appelait The Substitute. Non, là, je crois que c'est. Attends, mais j'ai quand même vérifié que c'est ça. Non, si, c'est ça le titre, c'est The Substitute. Là, c'est actuellement sur Netflix. Je sais pas si ça le sera toujours lorsqu'il y a la diffusion du podcast, mais en fait, on en parlait la dernière fois. C'est un lycée américain très très ghetto, hyper ghetto. T'as que des jeunes délinquants, t'as de la drogue, t'as plein de trucs et tout, et t'as que des jeunes défavorisés, et c'est la zone complète. Et la prof se fait agresser, donc elle est blessée, elle est en arrêt, et son mari, qui est un mercenaire, ancien militaire, du coup est amené à la remplacer. Enfin, il se démerde pour se faire une fausse identité et la remplacer. Et pour trouver le mec qui a blessé sa femme, du coup il remplace. Et du coup, en fait, c'est marrant, on en parlait la dernière fois du fait que quand t'es prof, il faut incarner un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu apprends l'histoire aux élèves, bah, si tu es capable de l'incarner parce que toi-même tu as été militaire et tu as fait la guerre, bah, quand tu vas parler de la guerre, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Bah là, c'est un peu ça qui arrive, c'est-à-dire que vu qu'il est mercenaire, déjà, bon, bah, il arrive dans la classe, bon, il met 2-3 tartes, hein, voilà, bon, évidemment, c'est une méthode militaire, mais derrière, surtout, il commence à leur parler du Vietnam, il commence à leur parler de la guerre, etc. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a un moment, tu as une scène où tu as les gamins qui se tirent dessus dans la rue, etc., pour du trafic de drogue, etc. Et ils s'identifient, tu vois, ils défendent leur quartier, leur territoire. Finalement, c'est un peu comme au Vietnam où tu défends des territoires, tu défends des zones. Et finalement, tu arrives à avoir un moment une discussion et un vrai échange parce que ils se retrouvent sur des trucs, sur des sujets, sur des thématiques comme ça. Là où une prof basique qui est pas justement qui a jamais fait la guerre ou qui elle aurait parlé du Vietnam, tu vois, ça aurait été peut-être un peu fade. Bah, lui, il arrive à capter leur attention parce que justement, il se met à leur niveau, tu vois, et voilà. Et du coup, je trouve que le film, du coup, est hyper intéressant là-dessus, au-delà du fait que c'est toujours marrant de voir dans des films un peu de Tchékar, machin, si tu vois arriver un gros milouf des terres, c'est toujours drôle. Au-delà de ça, du coup, c'est hyper intéressant du coup de voir que quelqu'un qui incarne son discours, qui incarne ce qu'il raconte, tout de suite, tu captes beaucoup plus l'attention. Et les profs, du coup, dans le corps professoral, ce serait bien justement d'avoir plus d'intervenants peut-être extérieurs qui incarnent plus ce qui est raconté dans les programmes. Ok, bah très bien. Bah écoute, moi j'ai une chaîne YouTube à recommander pour cette semaine. Je crois que c'est la chaîne d'Ardisson en fait. Arditube. Arditube, voilà. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, à cette époque-là, il s'exprimait extrêmement bien, je trouve. C'est vrai. Donc on parlait de fréquentation, ben voilà, il faut s'habituer à regarder et s'imprégner de contenu où les gens s'expriment bien, parce qu'ensuite, bah voilà, dans le cerveau, tu vas enregistrer, etc. Donc première raison. Deuxième raison, bah, ça permet d'en savoir un peu plus sur notre histoire, hein. Bon, là, c'était à court terme, hein, puisque c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je trouve que les gens à cette époque, et puis alors une autre raison, les gens à cette époque s'habillaient bien. Il n'y avait pas encore. Les hommes s'habillaient comme des hommes. Il n'y avait pas encore cet état, tu sais, où. En fait, l'adolescence n'existait pas. C'était enfant à homme. Enfant homme. Donc en fait, à partir de 18 ans, les mecs ils se mettaient en costard. C'est tout. Il n'y avait pas d'adolescence. Ensuite, il y a l'adolescence qui est arrivée. Donc je pense que c'était après mai 68, etc. Ou peut-être pendant, je ne sais plus. Mais il y a eu une période où il n'y avait pas l'adolescence. Et tu le voyais, c'est intéressant d'observer ça sur l'habillement des gens à l'époque. Personne n'était habillé bizarrement. C'était enfant, tu as des bretelles, une petite chemise, un pantalon qui te remonte au nombril, un petit short, machin, des souliers. Adulte, chemise, cravate, veste, béret. Voilà. Donc enfant, homme. Directement, on responsabilisait donc le futur homme, donc dans l'état d'adolescence qu'on dirait aujourd'hui. Et ça aussi, pareil, je trouve ça intéressant. Donc voilà, c'était. Et je trouve que on revient maintenant, on revient à l'habillement, on revient à, tu vois, on donne de l'importance. Bon, moi, je suis un coach sportif, donc je m'habille un peu comme je veux. Là, je vais faire une séance. Bon, voilà. Mais je sais que quand je sors,
et que je vais pas faire du sport, je fais l'effort de mettre un petit polo, une petite chemise, un petit pantalon. Non, cette chaîne YouTube, ouais, elle est vraiment cool. Ouais. Et puis ça te permet de découvrir des personnages de l'époque que tu n'aurais pas forcément connus. En plus, c'est sous un angle cool, quoi, parce que c'est la création de contenu d'Ardisson, donc c'est des questions à la con et tout, c'est marrant, mais t'as quand même du fond, je trouve, t'as du fond et de la forme, et puis... Non, Ardisson, grosse réussite aussi, lui, hein, franchement, quand tu vois son parcours... c'est hyper intéressant. Et puis du coup, dans la création de contenu, je trouve, Ardisson, il a amené quelque chose de nouveau dans la création de concepts, etc. Donc c'est assez inspirant en plus pour nous, pour créer du contenu. Ouais. Non, je crois qu'il a commencé dans la pub, le mec, donc forcément, ouais. Ça nous inspire. Ouais, il a bossé en agence de pub. J'ai vu une interview de lui où il disait qu'il avait créé, je sais plus quel slogan hyper connu, mais je le retrouverai. Mais ouais, il a créé des slogans publicitaires hyper connus, ouais, complètement. Top. Bon. Eh ben, écoute, on clôt l'épisode là-dessus. Abonnez-vous et comme d'habitude, hein, abonnez-vous vraiment, que ce soit sur Spotify, sur Deezer ou peu importe sur quoi vous écoutez le podcast. Lâchez un petit avis. Vous pouvez toujours laisser un avis sur le podcast, peu importe la plateforme. Et puis si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas aussi à commenter, à donner un peu votre avis sur les sujets qu'on aborde. Hein. Voilà, évidemment, on a un avis sur certaines choses. N'hésitez pas à donner le vôtre et on pourra d'ailleurs se faire peut-être un épisode où on reprendra un peu les commentaires qu'il peut y avoir sur les différentes plateformes. Et puis je te souhaite une très bonne journée et puis on se dit au prochain épisode. Salut François. Salut, bonne journée à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.